membre de la Commission nationale de réforme foncière, superviseur de la région de Matam, dans le cadre de la réforme foncière au Sénégal. Voilà, aujourd'hui, comment se présente, quelles sont les difficultés auxquelles vous rencontrez par rapport aux doléances des populations locales? Alors, vous savez que c'est sur instruction du chef de l'État, il y a une commission qui a été mise en place, présidée par le professeur Moustapha Souran en 2012, pour conduire le processus de réforme foncière au Sénégal. Dans le cadre de ces activités, cette commission a initié un certain nombre de rencontres. L'atelier que nous avons ici à Matam se déroule concomitamment dans les 14 régions du Sénégal et dans les 45 départements du Sénégal. Donc, nous avons pris dans les 45 départements, chaque département va être visité par une équipe de la Commission nationale de réforme et moi je devais piloter la région de Matam pour les 3 départements. Ce qu'on doit faire, c'est d'abord recueillir les propositions des populations. Ensuite, leurs pratiques. Quelles sont les pratiques foncières dans la localité? Comment adapter la pratique par rapport à l'évolution du Sénégal, par rapport à son besoin de développement? Et quelles sont les recommandations que les populations elles-mêmes formulent à l'endroit des autorités pour que dans la future réforme foncière, ces préoccupations et ces besoins soient pris en compte. Donc, dans le cadre de ce processus, nous avions pensé qu'il était important de parler avec l'ensemble des acteurs. C'est pour cela que nous avons d'abord commencé pour chaque département un atelier intercommunal où l'ensemble des communes du département se retrouvent. Les femmes, les jeunes, les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs, les forestiers se retrouvent pour réfléchir sans l'administration et formuler un certain nombre de propositions qui leur sont propres. Ensuite, en deuxième niveau, maintenant, on regroupe l'administration et la société civile et les élus locaux tous ensemble pour échanger leurs positions, voir ce qui est faisable, parce qu'il faut arriver à des consensus forts. Qui dit réforme foncière, dit aussi la place de l'administration dans ce processus, mais particulièrement la place des populations locales. Parce que si on sait que la loi sur le domaine national qui date de 1964 avait supprimé ce qu'on appelle les droits coutumiers, et que normalement les terres du domaine national ne devaient appartenir à personne, sinon à la nation. Et tout le monde connaît que la nation est une fiction juridique. Or, on connaît que dans la pratique, les populations continuent de considérer que ces terres, en tout cas ce sont leurs terres. Comment faire maintenant pour que la loi s'adapte à ces pratiques? Et c'est ça l'innovation de taille qui a été intégrée, d'autant plus que depuis 20 ans, le Sénégal cherche à faire une réforme foncière. Si vous vous rappelez, en 1996, avec le président Abdou Diouf, il y a eu ce qu'on appelle le plan d'action foncier. À partir de 2002, le président Abdoulaye Wade a initié un processus qu'on appelle loi d'orientation agricole, qui a abouti en 2004 à ce qu'on appelle la loi d'orientation agro-silvopastorale, la LOASP. Et que normalement la LOASP a défini des conditions pour dire que 2 ans après, en 2006, il devait y avoir une réforme foncière. Aujourd'hui, nous sommes en 2015 et plus de 10 ans après, il n'y a pas eu de réforme foncière. En 2012, avec l'arrivée du président Macky Sall, il a engagé une nouvelle commission en disant qu'il faut changer d'approche. Il faut, au lieu de rester à Dakar et de faire la réforme, il faut aller voir les populations locales et en fonction des propositions et des suggestions qui viendront de la population, j'en tirerai les enseignements pour faire une loi. Nous pensons donc, compte tenu de l'enjeu de cette réforme, qui est de l'appropriation. Parce qu'une chose est de faire une loi, une autre est de s'assurer que les populations trouveront leur compte et vont s'approprier cette loi. Et cette loi n'est pas là pour les contraindre, mais elle est là pour organiser la gestion collective des terres. Et vous savez que les organisations, que ce soit les paysans, les éleveurs et les pêcheurs, ce qu'ils ont de prioritaire, c'est leur terre. Or, la question qui se pose, c'est que si on veut un développement territorialisé, avec ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation, qui est une territorialisation des politiques publiques, comment faire pour que chaque région puisse considérer ce qui est prioritaire pour elle, mais en restant dans le cadre de la nation sénégalaise. La nation sénégalaise voudrait qu'un Sénégalais qui quitte ailleurs, qui souhaiterait avoir des terres, il devrait être en mesure de trouver ces terres. Maintenant, il faut simplement encadrer l'accès à ces terres. Et c'est ça qui ressort des populations. Et nous, nous sommes là pour recueillir les propositions des populations et parfois pour éclairer aussi. Parce qu'une région peut demander quelque chose qui peut être en contradiction avec l'idée de la nation. Et nous, notre rôle, c'est d'éclairer, de donner un certain nombre d'informations pour que les populations décident elles-mêmes ce qu'elles pensent être utile pour elles. Et à partir de là, maintenant, la loi pourrait... Est-ce que vous n'avez pas rencontré des résistances? Surtout, il y a un problème qui se pose avec l'acuité, c'est l'accès à la terre aux femmes et aux jeunes. Voilà, je pense que les deux questions sont liées, la réticence et l'accès. Donc, une des réticences qu'on a trouvées, c'est que les populations considèrent que les terres doivent être les leurs. Ça, le texte le prévoit.
La question qui se pose, c'est qu'il faut l'organiser. Comment les terres du domaine national, qui ne peuvent être en tout cas être sorties du domaine national que par l'immatriculation. Maintenant, soit il faut les immatriculer au nom de l'État, ou bien au nom des collectivités locales. Maintenant, le débat, c'est que chaque acteur peut dire pourquoi il souhaiterait que ce soit immatriculé au nom des collectivités locales, c'est plus proche, ils sont plus proches des populations, etc. Au nom de l'État, parce qu'il faut qu'il y ait une garantie. Donc, comment encadrer ces propositions? Nous, on est là pour recueillir les propositions. On n'a pas de fixation sur une proposition ou une autre. Deuxièmement, maintenant, par rapport aux femmes et aux jeunes, c'est un enjeu majeur, parce que si on parle de développement aujourd'hui, on parle du PSE, la question importante en termes de politique publique, c'est de considérer que les jeunes constituent des acteurs clés. On ne peut pas faire le développement sans les jeunes et sans les femmes, qui sont des composantes essentielles de la société sénégalaise. Or, dans les pratiques, on se rend compte que les jeunes et les femmes ont du mal à accéder à la terre. Même si la loi ne l'interdit pas. Vous vous rappelez la loi de la Constitution, qui est la plus importante des lois du Sénégal, reconnaît que les femmes peuvent accéder au même titre que les hommes à la terre. Il y a une égalité d'accès. Donc la loi n'interdit pas les femmes d'accéder à la terre. Par contre, les pratiques quotidiennes, que ce soit avec religieuses, que ce soit sociales, constituent des pesanteurs sociologiques qui limitent l'accès des femmes et des jeunes à la terre. Maintenant, l'enjeu, c'est que l'État peut aider à organiser pour que dans la future loi, en partant des préoccupations des populations, on encadre cet accès. Par exemple, aujourd'hui, la SED, quand elle aménage, on considère qu'il faut une part pour les femmes. Aujourd'hui, avec le programme, avec les SIPA, on a vu ça dans la région de Matam, il y a un effort avec autour de 40 hectares pour 150 personnes qui permettent à des jeunes et à des femmes d'accéder à la terre de façon sécurisée. Donc je pense que c'est des mécanismes de sécurisation foncière et de gestion du foncier sur le long terme qu'il faudrait envisager. Heureusement aujourd'hui que le Sénégal quand même capitalise une expérience importante en matière de gestion foncière. Et comment faire pour que ce soit les registres fonciers, le cadastre rural, tous ces outils soient intégrés dans le cadre de la future réforme pour que vraiment la terre ne nous usine pas, soit un facteur d'union et de développement du Sénégal. Je vous remercie, docteur. C'est moi qui vous remercie. Bon, en fait, les commissions domaniales dans les collectivités locales, dans tout ça. Alors, les commissions domaniales, vous savez, dans le cadre avant l'acte 3 de décentralisation, au moment où on avait des collectivités locales, c'était la commission domaniale et au sein de la collectivité locale. C'est eux qui géraient le foncier. Aujourd'hui, avec l'acte 3, on a ce qu'on appelle les conseils départementaux. Et on a les maires. Donc ce n'est plus le même type de gestion. Mais l'État n'est pas encore allé jusqu'à ce niveau de précision. Je pense qu'une première phase de l'acte 3 de la décentralisation a été la communalisation intégrale. La prochaine étape sera maintenant concrètement en lien avec la réforme foncière. Comment adapter pour que cette commission domaniale, qui est quand même censée composer toutes les parties prenantes, vraiment les procédures sont relativement claires, mais le problème qui se pose, c'est les pratiques. Si aujourd'hui, il faut simplement que le chef de village soit au courant et que, par exemple, vous décidez, parce qu'effectivement certains parlent de corruption, de certains acteurs, etc., et que finalement l'information n'est pas arrivée à tout le monde, ça peut poser un problème. Mais aujourd'hui, si on a un bon cadastrage, on a une bonne connaissance de ce qui se passe sur un milieu rural, il est possible en ce moment d'accompagner ces acteurs et d'avoir une gestion concertée. Parce que par exemple, on a vu qu'à Villengara-Ferlo, les populations ont proposé que par exemple que les handicapés soient par exemple dans ces commissions, parce qu'il y a une association d'handicapés. Donc si plus d'acteurs sont dans la commission, si les femmes sont dans la commission, elles peuvent orienter la décision, elles peuvent s'assurer que leurs conditions sont prises en compte. Si les jeunes sont dans ces commissions, donc je pense qu'il y a une démocratisation simplement de la société, au-delà de la gestion foncière, qui est un outil vraiment de sécurisation auquel il faudrait donner plus de moyens.